que maintenant 2 semaines, donc pour pouvoir faire un aujourd'hui. Donc on va faire le cours aujourd'hui et la semaine prochaine on fera le TD. Alors donc je vais partager le cours. Alors donc on va commencer un nouveau chapitre sur la numérisation des signaux. D'accord, donc jusque-là on a vu la notion de tout ce qu'on a vu, c'est sur les signaux continus, les signaux analogiques qui ont une valeur pour chaque instant t. D'accord. Alors, donc on va voir les motivations, pourquoi on a besoin de numériser un signal. On va voir l'opération qui permet de numériser un signal s'appelle l'échantillonnage. Donc l'échantillonnage, il peut être idéal, c'est-à-dire théorique. On va voir que cet échantillonnage n'est pas possible dans la pratique. Donc on va voir la notion d'échantillonnage réel, physiquement réalisable. Et ensuite, comment reconstruire le signal, c'est-à-dire comment retrouver le signal original après numérisation. Alors, donc, lorsqu'on avait classifié les signaux, on avait vu cette figure. Donc, un signal qui est dans l'axe du temps est continu et l'amplitude est continue. C'est un signal qui est analogique. Donc, c'est le signal en haut à gauche qu'on a vu, donc jusque-là. D'accord? Alors, si on discrétise l'axe du temps, c'est un signal qui est échantillonné. D'accord? Si on discrétise l'amplitude, donc c'est un signal qui est quantifié. D'accord? Et pour avoir un signal numérique, il faut discrétiser l'axe du temps et l'amplitude. D'accord? Donc, un signal numérique, c'est une suite de valeurs, de 0 et de 1. D'accord? Alors, donc, en fait, pourquoi on a besoin de numériser un signal? Parce qu'on ne peut pas traiter sur un ordinateur un signal qui contient une infinité de points, parce qu'un signal continu, c'est un signal qui a une valeur en chaque instant t, et donc c'est un signal qui a une infinité de valeurs, donc on ne peut pas le traiter numériquement. Donc, pour pouvoir traiter un signal avec une machine, donc il faut l'échantillonner, le numériser. Donc, la numérisation du signal, information en chaque instant t, mais en des instants bien particuliers, donc il y a une partie de l'information qui sera perdue, d'accord? Et aussi, l'intérêt de mettre un signal sous forme numérique, c'est sa grande immunité au bruit. Parce que lorsqu'on numérise un signal, donc en fait, on va laisser un codage des valeurs des 0 et des 1. Généralement, c'est avec des tensions 0 et 5 volts. Donc, s'il y a des parasites qui vont se rajouter sur le signal, par exemple, une petite parasite, maintenant, sur 0 ou 5. Donc, il sera plus immunisé au bruit. D'accord? C'est aussi la facilité de stockage du signal numérique parce qu'on peut le reproduire d'une manière indéfinie et la possibilité de le transmettre aussi. D'accord? Donc, transmettre des valeurs des 0 et des 1. Donc, c'est beaucoup plus simple que de transmettre des valeurs c'est principalement la quantification des valeurs par la suite. Des valeurs du signal, l'intensité du signal, qui permet de faciliter la transmission du signal. Alors, les applications sont nombreuses, donc tout ce qui est traitement numérique du signal, donc TV numérique, téléphonie mobile, enregistrement, donc tout ça, c'est grâce à la numérisation du signal. Alors, donc, la chaîne de numérisation, donc en fait, on va traiter un signal, le transmettre ou le stocker, donc on va le numériser, c'est-à-dire que à partir de sa version analogique, on va avoir une version numérique. Alors, la question qui se pose par la suite, est-ce que il est possible de revenir par la suite, parce que l'intérêt par la suite, c'est d'avoir la version originale du signal. Donc, est-ce que c'est possible la conversion numérique analogique, est-ce qu'elle est possible?
Donc, ceci va dépendre de la qualité de l'échantillonnage et de la quantification qui a été faite sur le signal. D'accord? Mais dans tous les cas, en fait, le signal, il perd un peu de sa... Il y a toujours une petite perte d'information qui peut être insensible. Par exemple, une image, lorsqu'on la numérise, donc en fait, on la transmet, on s'aperçoit pas de cette perte d'information. Qui fait un signal audio, il y a une partie de l'information qui sera perdue, mais sans qu'on s'en aperçoive. D'accord? Parce que notre système auditif ou notre système visuel, il a des limites. Alors, donc la chaîne de numérisation, donc j'ai un signal continu UDT, d'accord? Donc je vais d'abord l'échantillonner. Quand on dit échantillonnage, c'est la discrétisation de l'axe de temps. Et quand on dit quantification, c'est la discrétisation de l'amplitude. D'accord? Et ensuite, un codage en mot binaire de ces valeurs-là pour donner un signal numérique. Donc, on peut dire que la numérisation, c'est une étape d'échantillonnage plus une étape de quantification. Donc, ce sont deux procédés qui permettent d'avoir un signal numérique. Hein. Bon, on va plus mettre l'accent sur l'échantillonnage. Ce qui nous intéresse, donc c'est l'échantillonnage. Et on va juste voir un aperçu rapide sur la quantification. Alors, donc, échantillonner un signal, c'est quoi? Donc, échantillonner un signal, c'est prélever la valeur du signal continu à des intervalles de temps Tn qui sont régulièrement espacés. D'accord? Donc, tous les temps Tn, je vais prendre un échantillon de mon signal. Alors, donc, entre l'instant Tn plus 1 et Tn moins 1, donc, cette période, on l'appelle la période d'échantillonnage. D'accord? Et donc, à partir de mon signal x de t, le signal continu, je vais obtenir un signal donc, qui sera, le signal échantillonné, il sera noté xe de t. C'est une suite de valeurs x de tn. D'accord? Avec Tn, c'est un multiple de la période d'échantillonnage. Donc, c'est n fois Te. D'accord? Alors, la quantification, c'est quoi? Donc, la quantification, on a dit, c'est la discrétisation de l'amplitude. Donc, en fait, on va approximer la valeur du signal xe de t par un multiple entier d'une quantité d'un pas de quantification Q, d'accord, qu'on appelle l'échelon de quantification ou bien le pas de quantification. Donc, il faut que xe de t soit toujours un multiple entier de Q. On choisit, on fixe la période d'échantillonnage TE, on fixe aussi le pas d'échantillonnage, le de quantification, et donc xe de t sera un multiple entier de Q. Ensuite, le codage binaire, c'est la transformation de cette valeur quantifiée en des 0 et des 1. نجم نشوفوا exemple, madame? Exemple de quoi? Prélèvement à x e de t à chaque instant n fois la période. كيفاش تشوفوا معناها ما فهمتش كيفاش يعني ça veut dire quoi نشوفوا معناها ben, quand tu parles dans un microphone, ce que tu produis, c'est un signal analogique. C'est un signal analogique. D'accord? Il sera capté. On n'a pas matériel, mais tu continue, on va dire que tu ou بعض numérique. Mais lorsque tu enregistres ta voix, c'est déjà un signal numérique. Déjà, je sais pas, ce qui permet en fait de voir, c'est un oscilloscope, mais on n'a pas de matériel. Je trouve le signal, sa version analogique, sa version. Mais déjà quand tu vas, avec MATLAB, tu peux télécharger un son, ça sera déjà numérique. Mais tu peux l'imaginer. Un numérique. C'est un signal continu, c'est un signal qui m'a trouvé le courbe. De valeur en chaque instant. Et tu vas prélever des valeurs maintenant. Tu vas créer un vecteur. Les vecteurs, les déjà c'est un vecteur temps. Un vecteur temps, tu le crées. C'est ça en fait l'échantillonnage. C'est le fait d'avoir
un pas d'échantillonnage que tu choisis le PAM تاعك, c'est-à-dire je vais prélever une valeur messignale tous les instants. Bon, on va faire un TP, mais c'est une simulation signal continu. On va l'échantillonner. Mais le MATLAB, c'est une simulation. Déjà, quand tu vas le créer avec MATLAB, c'est un signal qui est déjà numérique. Oui. D'accord. مش مشكل انت ممكن تظهر لك سي فلو وكل شيء, mais au fur et à mesure en fait ça va معناتها تولي حاجه عندك un signal échantillonné, c'est quelque chose de ما عادش abstrait معناها, c'est un vecteur car il faut le voir comme un vecteur de valeur. D'accord. Alors donc l'échantillonnage on le symbolise avec ce symbole là, et TE donc c'est la période d'échantillonnage. D'accord. Donc, j'ai mon signal original X de T, je vais les passer par un échantillonneur, d'accord. J'obtiens un signal qui est numérique entre parenthèses. Quand on a numérique, c'est échantillonné et quantifié. Hein. Donc, c'est un signal échantillonné. Un signal échantillonné, c'est quoi? C'est une suite de valeurs. X de T avec T continu en chaque instant, puis voilà X en NTE, c'est-à-dire que je n'ai des valeurs que les multiples de TE. معناها عندي مثلا x de 0 بعد x de TE, x de 2 TE, x de 3 TE وانت ماشي. Donc c'est toujours les multiples de la période d'échantillonnage. Alors, donc un échantillonnage idéal, c'est un prélèvement pendant un temps infiniment court des valeurs de x de t à t égale à nte. D'accord? C'est la définition. Donc échantillonner un signal, c'est prélever des valeurs du signal à des instants multiples de la période d'échantillonnage TE. Alors, on va essayer de modéliser cette opération, ce procédé d'échantillonnage. Donc, mathématiquement, c'est quoi? C'est donc révéler mon signal continu X de T, d'accord? Et je veux de ce signal-là avoir une version échantillonnée, c'est-à-dire l'instant multiple de TE, TE, DTE, 2 TE, 3 TE. Donc, en fait, ceci revient à quoi? Ceci revient tout simplement à multiplier mon signal continu X de T par un peigne de Dirac. Un peigne de Dirac, c'est quoi? C'est une suite d'impulsions de Dirac. Je peux choisir la période, donc je l'ai choisi TE, donc c'est la somme de moins l'infini à plus l'infini de delta de T moins NTE. Donc, en chaque NTE, j'ai une valeur et 0 partout. Donc, le fait de multiplier mon signal continu X de T par un peigne de Dirac, ça va annuler les valeurs entre deux instants et je vais prendre les valeurs en NTE. D'accord? Donc, l'échantillonnage idéal correspond à la multiplication de X de T par un peigne de Dirac. Donc, je peux exprimer XE de T, donc E qu'on a échantillonné. Hein. Donc, XE de T, je vais l'écrire comme X de T fois peigne de Dirac de période TE. D'accord? Donc, c'est X de T fois la somme. Donc, ça, c'est le peigne de Dirac. C'est la somme de moins l'infini à plus l'infini de delta de T moins NTE. Ensuite, je vais utiliser cette propriété-là de l'impulsion de Dirac qui dit que X de T fois delta de T moins T0 atteint la valeur de X en T0 fois delta de T moins T0. D'accord? Donc, je vais X de T fait somme et j'obtiens donc XE de T, c'est la somme de N égale à moins l'infini à plus l'infini, X en NTE delta de T moins NTE. D'accord? Donc, ça, c'est l'expression mathématique d'un signal échantillonné. Donc, il faut la retenir. D'accord? Un signal XE, un signal échantillonné, XE de T, c'est la somme de N égale à moins l'infini à plus l'infini, X en NTE d'état de T moins NTE. Alors, maintenant, je m'intéresse au spectre du signal échantillonné. Comment ça se répercute sur le spectre du signal échantillonné. Alors, donc, la question que je me pose, c'est que devient le spectre du signal X de T après échantillonnage idéal, c'est-à-dire le spectre de XE de T. Donc, je vais calculer sa transformée de Fourier. En fait, domaine de Fourier, quelle est sa transformée de Fourier XE de T?
Donc, je vais tout simplement appliquer la transformée de Fourier. Donc, transformée de Fourier de x e de t, c'est la transformée de Fourier, puisque x e de t, c'est x de t multiplié par un peigne de Dirac. D'accord? Donc, c'est la transformée de Fourier de ce produit-là. Ensuite, ici, je vais appliquer le théorème de Plancherel qui dit qu'une multiplication en temporel devient une convolution en fréquentiel. D'accord? Donc, toi, les f de x de t convoluées à la transformée de Fourier du peigne de Dirac. Or, la transformée de Fourier du peigne de Dirac, c'est FE, la somme de n égale à moins l'infini à plus l'infini, delta de f moins n FE, avec FE, il y a 1 sur TE. D'accord? On déduit donc que la transformée de Fourier de x e de t, c'est la transformée de Fourier de x de t, il y a grand X de f, convoluée à la transformée de Fourier du peigne de Dirac, c'est-à-dire FE, la somme de delta de f moins NFE. D'accord? Ben, ensuite, je vais appliquer quelques propriétés de la convolution. Donc, la convolution est distributive. Donc, je vais rentrer x e de f somme. Donc, tu as dit FE, la somme de x de f convoluée à delta de f moins NFE. Et ensuite, je vais appliquer cette propriété-là de la convolution à l'impulsion de Dirac, qui dit que y de t convolué à delta de t moins t0 tartine la valeur de y en t moins t0. D'accord? X de f convolué à delta de f moins NFE tartine grand X de f moins NFE. Donc, je peux dire que la transformée de Fourier du signal échantillonné, xe de f, c'est fe fois la somme de n égale à moins l'infini à plus l'infini, grand X de f moins NFE. Avec grand X, c'est la transformée de Fourier de mon signal original x de t. Et fe, c'est la fréquence d'échantillonnage, donc c'est 1 sur TE. D'accord? Alors, est-ce que c'est bon jusque-là? Est-ce que c'est bon? Donc, Charman, on a modélisé mathématiquement l'opération d'échantillonnage. C'est une multiplication du signal continu x de t par un peigne de Dirac. Et on l'a exprimé de cette manière-là. D'accord? On a juste donc x de t et le peigne de Dirac. Et dans x de t في somme, on a utilisé cette propriété-là. Et donc, ça donne x en NTE. Il y a le retard là, NTE. D'accord? Ensuite, on a calculé la transformée de Fourier de signal échantillonné. Et là, un signal échantillonné. Donc, c'est un signal qui a des valeurs juste en NTE. Habine faut transformer de Fourier. Qu'est-ce que ça donne dans le domaine fréquentiel? Et on a trouvé que xe de f, c'est fe fois la somme de x de f moins nfe. D'accord? Oui. الترانسفورمات فوريه نتاع البينيو دو ديراك عملنا معناها شنو هي كيفاش ولات هكاكا معناها عملناها في الكور نو هو مش البينيو دو ديراك قال السام دو دلتا دو تي موان ان تي او اي وترانسفورمي نتاعو transformé MTO, en fait, c'est toute une démonstration. On ne l'a pas fait en cours. C'est toute une démonstration, en fait. C'est un résultat. On a amené déjà. Du peigne de Dirac. Sinon, tu as comme les détails de calcul. D'accord? D'accord. Ok. Alors, en fait, tout simplement, le peigne de Dirac, c'est un signal périodique, donc c'est comment dirais-je, c'est à partir de la décomposition en série de Fourier. D'accord. Que tu peux la trouver. Ben, donc en fait, le spectre du signal, donc la réponse à notre question qui a été posée, le spectre du signal x de t après échantillonnage, c'est ce spectre-là, donc c'est FE, la somme de n égale à moins l'infini à plus l'infini, grand X de f moins NFE. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ces spectres-là? Qu'est-ce qu'on remarque? C'est un signal que non. C'est un signal qui est périodique. De période FE. En chaque fréquence NFE, je n'ai pas X de F.
D'accord? Donc, en fait, le spectre de XE de F, c'est celui de X de F, c'est un diminué grand X, mais il a été périodisé avec une période fréquentielle FE. D'accord? Donc, en fait, l'échantillonnage dans le domaine temporel, qu'est-ce que ça a traduit? Ça se traduit par une périodisation de période FE dans le domaine fréquentiel. Le fait d'échantillonner mon signal temporel, X de T, dans le domaine fréquentiel, ça a induit une périodisation de mon spectre. بعد ما كانت عندي juste un spectre de X de F, ou là عندي des versions périodisées de X de F. D'accord? Par exemple, donc si je considère ce signal X de T, dans le spectre est le suivant, grand X de F. Donc, il est le spectre d'amplitude de Théo. Donc, mon signal X de T, son spectre, il est borné en fréquence. Pourquoi? Parce que, en fait, quel que soit F supérieur à F max, le module de X de F est égal à 0. Donc, c'est un spectre borné. Alors, je vais représenter XE de F en fonction de FE. Je vais représenter maintenant XE de F, le spectre du signal échantillonné. Alors, deux cas se présentent. Le premier cas, si FE est supérieur ou égal à 2F max. Donc, XE de F, il va avoir cette allure-là. Donc, XE de F, c'est la somme, c'est FE fois la somme de X moins NFE. Donc, en 0, pour n égale à 0, c'est X de F. D'accord? Pour n égale à 1, c'est X de F moins FE. Donc, je n'ai pas spectre X de F centré autour de FE. D'accord? C'est un signal périodique. Hein, donc, ça se répète jusqu'à l'infini, jusqu'à n égale à l'infini. Donc, pour n égale à moins 1, c'est X de F plus FE. Donc, je n'ai pas ce motif. Et pour n égale à 2, donc en 2F, je n'ai un motif de mon spectre original, et ainsi de suite. C'est une somme infinie. Donc, c'est la somme de n égale à moins l'infini, à plus l'infini, des versions périodisées de mon spectre X de F. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? FE, elle est supérieure à 2F max. Donc, on peut remarquer que les motifs sont disjoints. Les motifs X de F, ils sont disjoints. Allez, qu'est-ce que j'ai? J'ai FE moins F max. La valeur c'est FE moins F max. Le fait de prendre FE supérieur ou égal à 2F max, la valeur elle est loin de F max. FE moins F max, elle est supérieure à F max. Donc, les motifs ils sont disjoints. D'accord? Qu'est-ce que je remarque aussi? Je remarque que le motif central principal pour n égale à 0, c'est exactement le spectre de X de T. Et là, X de F. D'accord? Donc, en fait, je veux récupérer mon X de F. Qu'est-ce que je fais? Grand X de F. Je en arme le signal, le spectre. Qu'est-ce que je lui fais? Qu'est-ce que je lui applique? Pour avoir uniquement le motif principal. Le motif passe pas. Un filtre passe pas. Et les fil est en bleu. Quand j'applique ce filtre passe bas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va annuler tous les motifs l'autre. Il y juste le motif original, grand X de F. Et comment je peux retrouver X de T par la suite? Il fait je à X de T. Transformer de Fourier, transformer inverse. Oui. Voilà. Donc, le fait de prendre FE supérieur ou égal à 2F max atteint un spectre de XE de F qui a cette allure-là, c'est-à-dire les motifs de X de F sont disjoints. Et donc, par un filtrage passe-pas, je peux séparer le motif qui correspond à X de F des autres, d'accord? Et donc, je récupère X de F. Et si je récupère X de F, je récupère X de T. Alors, on va voir le deuxième cas maintenant, dans lequel je choisis une fréquence d'échantillonnage FE qui est inférieure à 2F max. Inférieure à 2F max, je limite le motif l'oul est FE moins F max.
إذا كان FE moins F max inférieur à F max, elle est inférieure à F max, donc je باش يصير باش تصير لهنا puisque عندي somme هي j'ai une somme hein. Donc في les valeurs اللي ما عنديش فيهم معناتها ما عنديش فيهم recouvrement ou chevauchement de spectre, je vais avoir معناتها la partie نتاع x de f. هوني في البارتي هذه j'ai un chevauchement, donc باش تصير somme باش تصير. Donc je vais avoir quelque chose qui est qui a cette allure là. D'accord? Donc en fait en bleu les ce sont les motifs et le col. D'accord? Et en vert c'est la somme. Finalement c'est une somme hein. XE de f c'est la somme de x de f moins fe. Donc ici le somme fait partie il est fait un chevauchement tire des formations en spectre. Donc le spectre résultant c'est le spectre en vert, c'est un spectre qui a été déformé à cause de ce recouvrement. On parle de recouvrement, de chevauchement, de repliement de spectre. وقت les deux motifs يتلاقاو مع بعضهم في نفس الواحد وقتها يولي عندنا un recouvrement de motifs والا on dit aussi repliement de spectre. Et ce repliement de spectre, qu'est-ce qu'il va engendrer? Il va engendrer une modification du spectre de x de f. Alors, est-ce que c'est possible à partir du x de f? Est-ce que c'est possible? On peut récupérer x de f? Non. Non, on a perdu x de f. Et si on a perdu x de f, on a perdu x de t. D'accord? Donc, les motifs élémentaires, dans ce cas-là, se recouvrent. On parle de repliement de spectre. À cause de ce chevauchement des motifs élémentaires, en fait, il n'est plus possible de récupérer le spectre x de f. Quand tu appliques un filtrage approprié, c'est plus, on a perdu x de f, et donc il n'est plus possible de reconstruire le signal x de t à partir de la connaissance de la version échantillonnée. Donc en fait, on peut résumer. Donc en fait, c'est une condition sur FE pour que, à partir du signal échantillonné XE de t, on puisse reconstruire intégralement x de t. Donc la condition c'est FE, si elle est supérieure à 2F max, dans ce cas-là, on est dans le premier cas de figure, c'est-à-dire ce cas-là, pas de recouvrement, pas de repliement de spectre, et donc possibilité d'extraire x de f par un filtrage passe pas idéal. Dans le deuxième cas, si FE est inférieur strictement à 2F max, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un repliement de spectre et donc impossibilité de récupérer x de f. D'accord? Donc, on peut dire que pour que la périodisation du spectre de XE de t ne déforme pas x de f, qui m'a fait le cas aider, il suffit que FE soit supérieur ou égal à 2 la fréquence maximale du spectre de x de t. D'accord? Donc, d'où le théorème de Shannon. Donc, ça revient à Shannon. Donc, ce théorème-là, c'est la condition est suffisante pour échantillonner un signal sans perte d'information et que la fréquence d'échantillonnage FE soit supérieure ou égale au double de la fréquence maximale du signal. D'accord? Donc, FE لازم تكون supérieure ou égale à 2F max. Fait le cas limite, lorsque FE est égal exactement à F max, FE sur 2 égale à F max, on appelle ça, c'est la fréquence de Nyquist et c'est la fréquence maximale admissible. Au-delà de cette fréquence-là, voilà, plutôt tu vas avoir une distorsion du spectre, un recouvrement et donc tu vas avoir une perte de l'information. D'accord? Alors, donc en fait, je reprends, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a modélisé mathématiquement l'opération d'échantillonnage. D'accord? Alors, tout ça, c'est l'échantillonnage idéal. Vous allez voir pourquoi c'est idéal. Hein. Donc, cette modélisation, donc, ça permet d'exprimer le signal échantillonné XE de t en fonction de x de t, le signal original. On a calculé sa transformée de Fourier. Donc, c'est FE fois la somme de x de f moins FE. Le fait d'échantillonner le signal temporel, ça a produit dans le domaine spectral une périodisation du spectre de x de t, x de f. D'accord? Alors, donc, si deux cas de figure se présentent, si FE est supérieur à 2F max, donc en fait, à l'âge 2F max, c'est FE moins F max. La condition, c'est que FE moins F max, c'est le borne inférieur de le motif,
تكون اكبر من البورن سوبيريور نتاع الموتيف الزيرو. D'accord? Donc, FE moins F max, لازم تكون supérieur à F max, ce qui fait que FE doit être supérieur ou égal à 2 F max. Alors, le cas limite, les deux motifs, ما فماش chevauchement, mais l'esprit fait brave. Donc, tu peux, c'est aussi, c'est le cas limite, quoi. D'accord? Donc, le motif de X de F, il n'a pas été distordu, il n'est pas altéré. Donc, par un filtrage passe-bas, je peux l'isoler et donc je peux reconstruire X de T. Dans le cas, lorsque FE est inférieur à 2F max, ça a chevauchement fait les motifs. Et donc, puisque c'est une sommation, donc en fait, les parties, les somme. Et donc, en fait, une distorsion de X de F et impossibilité de reconstruire X de T. D'accord? Et donc, ça, c'est le théorème de Shannon qui énonce en fait tout ce procédé d'échantillonnage. Alors, donc, l'échantillonnage idéal, c'est prélever une valeur du signal. J'ai utilisé une impulsion infiniment brève. Il a atteint X de NTE à l'instant NTE. D'accord? Alors, donc en fait, je peux dire que XE de NTE, c'est la définition en fait. C'est une propriété de l'impulsion de Dirac. Donc, je peux dire que XE de NTE, c'est l'intégrale de X de taux, delta de taux moins NTE fois des taux. D'accord? Alors, donc en fait, on peut aussi remarquer que X de T convolué à delta en moins T, c'est cette expression-là, d'accord? Et donc, par identification entre ces deux expressions-là, je peux dire que NTE, c'est de T convolué lorsque T est égal à NTE, d'accord? La valeur d'un signal échantillonné en NTE, c'est X de T convolué à delta en moins T lorsque T est égal à NTE. Je peux dire que l'échantillonnage idéal, il est assimilable. Donc, il y a sortie, il y a l'entrée, ou c'est la réponse impulsionnelle d'un système LTI. Donc, c'est la réponse impulsionnelle en delta moins T. D'accord? L'échantillonneur, je peux l'assimiler à un filtre de réponse impulsionnelle delta de moins T. D'accord? Alors, en fait, la pratique, je n'ai pas la notion d'impulsion brève. Donc, delta de T, je vais utiliser un filtre de réponse impulsionnelle H de moins T. D'accord? Donc, je peux exprimer Hédiatil pour dire que c'est un signal idéal, voilà, réel, quoi. D'accord? Donc, je peux l'exprimer comme X de T convolué à H de moins T, parce que T est égal à NTE. D'accord? Alors, en fait, T égale à NTE, je peux l'exprimer comme delta fois T moins NTE, fois une impulsion en retardé de NTE, lorsque T est égal à NTE. D'accord? Et donc, je peux écrire le signal échantillonné réel comme X de T convolué à H de moins T fois en une seule valeur. C'est une sommation de n égale à moins l'infini plus l'infini de delta de T moins NTE. D'accord? Bon, en fait, j'essaie aussi de trouver une modélisation mathématique du procédé d'échantillonnage. Je veux le modéliser mathématiquement. Donc, j'essaie de me rapprocher du cas idéal pour avoir le cas réel. Alors, donc, en fait, c'est juste pour avoir théoriquement une base, une modélisation théorique. Alors, dans la pratique, tout simplement, un échantillonnage peut se faire par un moyen-âge. Donc, je ne peux pas prélever
qui peut prendre une valeur à des instants brefs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout simplement, on fait un moyen-âge sur un intervalle de temps, delta t. Je prends la moyenne des valeurs d'un signal MTI. D'accord? Donc, H c'est une fonction porte de largeur delta t. Donc, je peux écrire H de t comme une fonction porte de largeur delta t centrée en delta t sur 2. D'accord? Je vais concentrer en delta t sur 2, la largeur de la porte, donc delta t. D'accord? Et je divise par 1 sur delta t pour avoir quelque chose de moyenne. Les instants, les valeurs elles coulent sur l'intervalle delta t. Donc, je peux exprimer mon signal échantillonné réel comme l'intégrale de NTE à NTE plus delta t de x de t. Je vais prendre les valeurs de Malcolm, on a la delta t. D'accord? Est-ce que c'est bon? مادام الحق l'échantillonnage réel ما فهمتش كيفاش قدمت فيه معناها نحكي ماتيماتيكمون. نمشيو ايتاب باغ ايتاب. ما نعرفش كي معناتها هو سي كيما قلت لكم معناتها سي ان بو جانجيل معناتها جانجل شويه بالزيكسبرسيون باش تلقى حاجه معناتها كيا une modélisation mathématique, une expression, tout simplement, on a exprimé, c'est une propriété de l'impulsion de Dirac. D'accord? X, E en NTE, je peux l'écrire comme l'intégrale de X de taux fois delta de T moins NTE de taux. D'accord? Quand j'exprime aussi X de T convolué à delta moins T, c'est l'expression par convolution. Il y a normalement delta de T moins taux. J'ai inversé, donc ça c'est delta de taux moins T. Donc, par identification, donc, je peux dire que il suffit de remplacer donc l'année NTE, c'est la même expression. Donc, je peux dire que XE de NTE il y a X de T convolué delta de moins T lorsque T est égal à NTE. D'accord? Donc, pour dire que en fait, l'échantillonnage idéal, ça correspond à un filtrage d'un filtre de réponse impulsionnelle delta moins T. On sait que la sortie d'un filtre, c'est l'entrée convolue à la réponse impulsionnelle. Donc, l'entrée est X de T. Le système T de réponse impulsionnelle est delta de moins T. Au sortie T, je X en NTE. Ben, donc, on a dit que, en fait, dans le cas réel, je peux pas avoir l'impulsion de Dirac. Donc, أقرب حاجة l'impulsion de Dirac est la fonction porte. Donc, delta T, je vais utiliser une réponse impulsionnelle H, tout simplement. J'ai exprimé c'est lorsque T est égal à NTE, je vais exprimé par le fait de multiplier donc fois delta de T moins NTE, c'est équivalent en fait, c'est la même chose. Quand je le dis pour T égale à NTE, c'est fois delta de T moins NTE. 4 fois delta de T moins NTE, T égale à NTE. Ça va s'annuler. J'ai exprimé c'est en une seule valeur, X tilde en NTE. Alors, le signal, les valeurs, c'est une sommation. En chaque NTE, je fais varier N de moins l'infini à plus l'infini, et en chaque NTE, en chaque valeur de N fois TE, je vais avoir une valeur. X de T convolué à H de moins T, on va fois un penny de Dirac en quelque sorte, donc j'atteins la valeur. D'accord? Alors, donc, en fait, dans la pratique, l'échantillonneur idéal réel, c'est une fonction porte, d'accord? C'est une fonction porte qui va prendre les valeurs en un signal sur une durée delta t, d'accord? Et ensuite, elle va diviser, donc, je prends les valeurs, l'intervalle delta t pour avoir la moyenne, pour faire un moyen-âge. D'accord? Ben. Alors maintenant,
le spectre du signal échantillonné. Le spectre du signal échantillonné réel. Hein. Alors, je vais utiliser, donc, je vais utiliser l'expression, cette expression-là du signal échantillonné réel pour avoir son expression dans le domaine de Fourier. Donc, je vais faire tout simplement une transformée de Fourier de tout ça. Donc, la transformée de Fourier, tout ce qui est convolution, un produit, tout ce qui est produit, les convolutions. Donc, on dit x de t, transformée de Fourier, c'est grand x de f, h de moins t, elle a comme transformée, donc grand h de moins f, d'accord. Ou c'est la transformée de Fourier du Penn du Dirac, elle est fe fois la somme de n égale à moins l'infini plus l'infini de f moins nfe. Alors, le h de f mtri. Alors, le h de t, donc h de t c'est une fonction réelle, donc transformée de Fourier c'est ce qu'on appelle la symétrie hermitienne. Donc h de moins f est égal à h conjugué de f. Donc je n'ai h de moins f et je vais écrire comme h de f. Alors, donc, et je vais le convoluer avec delta de f moins nfe. Donc, Chartini fe, la somme de n moins l'infini plus l'infini, grand x de f convolué à delta de f moins nfe, Chartini grand x de f moins nfe, ou h conjugué convolué à delta, Chartini h de f moins nfe. D'accord? Donc, c'est l'expression du signal échantillonné réel. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer par rapport à l'échantillonnage idéal? Qu'est-ce qu'on remarque? Du signal échantillonné idéal, d'accord? Donc, c'est xe de f, fe fois la somme de x de f moins nfe. Et bien, c'est l'expression du signal échantillonné réel. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est l'apparition d'un terme ici, grand H conjugué de f moins nfe, qui vient se rajouter en fait par rapport au cas d'échantillonnage idéal. Alors, donc, en fait, l'expression du signal échantillonné réel est identique au spectre du signal échantillonné réel à un terme de pondération près, enfin, un terme qui est venu se rajouter. Alors, donc, la même condition de Shannon est valable. Et ce terme-là, qu'est-ce qu'il va introduire? Il va introduire une distorsion sur le spectre par rapport au cas idéal. D'accord? Le cas idéal, c'est exactement grand X de f qui est périodisé. Grand X de f, il va avoir quelques distorsions qui sont dues à ce terme-là. Impulsion de Dirac, j'ai une porte. Donc, grand H, c'est la transformée de Fourier de la fonction porte, en fait. Donc, on va voir, en fait, l'échantillonnage réel sur un exemple. Donc, supposons mon x de f, le spectre de mon signal original. D'accord? Alors, je vais appliquer un échantillonnage réel par moyen-âge. Donc, h de t mtri, c'est la fonction porte de largeur delta t. D'accord? Et donc, sa transformée de Fourier, grand H de f, c'est la fonction sinus cardinal fois exponentielle, un retard de delta t sur 2. Et donc, xe de f, c'est fe fois la somme de x de f moins nfe fois ce terme-là de distorsion, grand H. D'accord? Alors, donc, je vais représenter le spectre du signal échantillonné réel en fonction de delta t. Donc, en fait, le cas réel est exactement égal au cas idéal. Les delta t égale à quoi? Exactement في الكا réel, في الكا idéal. احنا تو في الكا réel. وقتاش نبداو في الكا idéal? Lorsque delta t كيف نية؟ Ça tend vers 0, madame. Voilà. Lorsque delta t tend vers 0. Donc, lorsque delta t est très très faible, dans ce cas-là, on s'approche le cas idéal. D'accord? Donc, on va le voir sur les figures Hedoma. Donc, je vais prendre différentes valeurs de delta t.
ناخذ delta t égale à 0,5. Donc, en bleu, c'est toujours le spectre de mon signal original. D'accord? En vert, en rouge, c'est le spectre de H de F, c'est sinus cardinal. D'accord? Donc, en rouge, donc les distorsions, le XE de F, le spectre du signal original, du signal échantillonné réel, c'est le spectre en vert. Donc, on voit s'il est en fait, des distorsions qui vont, le X de F, elle a été distordue, donc c'est dû les oscillations par sinus cardinal, d'accord? Donc, ça fait delta T, on est delta T égale à 0,1, donc sinus cardinal elle va s'aplatir acteur, d'accord? Et donc, en fait, je suis presque le spectre du signal échantillonné est presque superposé à le spectre du signal idéal. Ou lorsque delta t est égal à 0,01, là, ils sont parfaitement superposés. Donc, je suis presque dans le cas idéal. Les h de f, presque la fonction continue, d'accord? Le sinus cardinal, il est très, très aplati. Donc, c'est presque une fonction continue. Il y a transformé de Fourier par le Dirac, d'accord, la fonction 1 partout. Et le spectre du signal échantillonné réel est identique au spectre du signal échantillonné réel. Donc, en fait, le fait de prendre delta t très faible, on s'approche du cas idéal. C'est presque une impulsion de Dirac. Et donc, en fait, on a enlevé les distorsions qui sont dues au terme de HV, grand H. D'accord? Donc, le spectre du signal idéal, E fois la somme de X moins F moins NFE. Dans le cas réel, il y a un terme de distorsion qui vient se rajouter. Le sinus cardinal, c'est la transformée du Fourier de la fonction porte. L'échantillonnage réel, c'est tout simplement un moyen-âge. Un moyen-âge, c'est qu'il y a une fonction porte. Donc, ça me la largeur de la porte. D'accord? Alors, est-ce que vous avez des questions à propos de ça? معرفش فهمتوا معناتها c'est quoi pourquoi on veut toujours modéliser pour s'approcher toujours du cas idéal en fait, hein. Alors, donc la condition de Shannon, elle suppose que le spectre de signal il est borné. La notion de fréquence maximale, fréquence maximale, spectre de signal il a cette allure-là. D'accord? Et c'est un spectre qui est borné en fréquence. Maintenant, je vais vous la fréquence maximale, qui est un spectre de signal borné en fréquence. Donc, je vais vous la notion de fréquence maximale et je peux appliquer le théorème de Shannon et tout. D'accord? Alors, dans certains cas, au fait pratique, il y a des signaux qui n'ont pas dans le spectre n'est pas borné. Donc, en fait, que faire dans le cas où le spectre n'est pas borné? Donc, dans le cas des signaux qui sont à support fréquentiel infini, il est impossible de définir la notion de fréquence maximale. Donc, quelle que soit la fréquence, il y a toujours un repliement de spectre. D'accord? Donc, en fait, des fois aussi, les signaux réels, ils comportent une composante fréquentielle qui est due au bruit. Le bruit, c'est des hautes fréquences. Donc, peut-être qu'on a une fréquence maximale qui est très, très grande. Donc, ça va perturber le procédé dans l'échantillonnage. Dans ce cas-là, ça impose de prendre une fréquence FE importante. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là pour avoir une fréquence maximale qui soit admissible logique? Eh bien, on rajoute un filtre, ce qu'on appelle un filtre anti-repliement. D'accord? Alors, un filtre anti-repliement, c'est quoi? C'est un filtre qui permet de s'assurer que mon signal X de T a une fréquence maximale.
D'accord? Donc, il y a des signaux original X de TNT. Je lui applique un filtrage passe-bas de fréquence de coupure FC. Donc, quand le signal X1 de T que je vais obtenir à la sortie de ce filtre-là, c'est un signal dans la fréquence maximale et FC. D'accord? Donc, le filtre anti-repliement permet de remédier au problème de support fréquentiel infini pour limiter les fréquences qui sont dues au bruit. Donc, quand j'applique ce filtre anti-repliement, je suis sûre que le spectre de mon signal X1 de T, c'est un spectre qui est borné de fréquence maximale FC. Donc, par la suite, il suffit de prendre une fréquence d'échantillonnage FE qui est supérieure à 2 FC et c'est bon. Donc, je peux appliquer mon échantillonneur. D'accord? C'est bon? C'est très important la notion. Donc, généralement, on l'intègre le filtre anti-repliement, donc, par prudence, on l'intègre donc avant l'échantillonnage pour s'assurer que le signal a une fréquence maximale FC. Alors, donc, en fait, l'échantillonnage, il n'a de sens voilà, que si on peut par la suite revenir le signal original MTL. Un signal après l'avoir traité ou après l'avoir transmis, j'ai besoin d'avoir la version originale de mon signal. Donc, on parle de reconstruction. Donc, un des signal original X de TNT, je l'ai échantillonné, je l'ai numérisé, en mettre les traitements nécessaires. Après, je veux récupérer mon signal original X de T. Donc, c'est l'étape de reconstruction. Donc, comment on fait pour reconstruire le signal à partir des échantillons XE de T? Lorsque j'ai échantillonné le signal, je l'ai traité, mais pas d'indiquer XE de T. J'ai perdu X de T, donc indiqué XE de T. Donc, comment retrouver à partir de XE de T le signal original X de T? Alors, donc on va supposer que la condition de Shannon a été respectée lors de l'échantillonnage. D'accord, donc soit signal X de TMTI, il est d'origine à support borné en fréquence, ou là j'ai appliqué un filtre anti-repliement. Vous dites une fréquence d'échantillonnage qui est supérieure à 2 fois la fréquence maximale. Et on a appliqué un échantillonnage idéal. Alors, donc, dès que j'ai appliqué un échantillonnage idéal, dans ce cas-là, c'est très simple. Donc, j'ai respecté le théorème de Shannon. Donc, ça veut dire que les motifs MTI sont disjoints. Il n'y a pas de repliement, il n'y a pas de recouvrement. Donc, par un filtrage passe-pas idéal, je peux récupérer le motif central. Donc, je récupère X de F. Je divise par FE. Et par transformé inverse, je récupère X de T. Dans ce cas-là, c'est très simple. C'est bon? Donc, signal MTI. Et signal MTI, il a été échantillonné avec un échantillonnage idéal. Donc, spectre, c'est exactement X de F, le spectre central. Le fait de respecter le théorème de Shannon donc, va me garantir que les motifs sont disjoints. J'applique un filtrage passe-pas idéal. Je récupère X de F et par transformé inverse, je récupère X de T. Voilà, on peut l'illustrer avec cette figure-là. Les étapes, elles collent. Un dit X de T, sa transformée de Fourier, c'est ça. Donc, c'est le spectre original, T. Il a une fréquence maximale F max. J'ai appliqué un échantillonnage ici en respectant le théorème de Shannon, c'est-à-dire que FE est supérieur ou égal à 2F max. Je calcule la transformée de Fourier de mon signal échantillonné. Je trouve XE de F, c'est des versions périodisées de X de F. D'accord? Les motifs sont disjoints. J'applique un filtrage passe-pas idéal. Je vais avoir isolé donc la partie centrale et annulé tout le reste. Et ça, c'est exactement X de F. Donc, par transformé inverse, je récupère exactement X de T. D'accord? Ben, c'est bon, hein, jusque-là, ça va. Hein? Alors, ben, donc, oui, je vais être confrontée à des problèmes, dans la pratique. J'ai pas de filtre. La notion déjà de filtre idéal, donc un filtre passe-pas idéal, il n'est pas causal, il n'est pas physiquement réalisable. Donc déjà, je ne peux pas
ça ne me permet pas de reconstruire le filtre passe bas n'est pas causal. D'accord. Donc, en fait, le procédé ne peut être que idéal. Dans la pratique, il est impossible donc, de faire ces étapes-là. Donc, qu'est-ce que je fais dans la pratique? Dans la pratique, je vais tout simplement donc, faire une interpolation de mon signal échantillonné. Ouais, plutôt extrapolation. Alors, donc, l'extrapolateur le plus utilisé, c'est un extrapolateur d'ordre 0. On l'appelle ici un bloqueur d'ordre 0. Donc, le principe, c'est quoi? C'est tout simplement, donc, en fait, imaginez que on a des valeurs ici, hein, des valeurs de signal. On dit la courbe en bleu. J'ai juste des valeurs. Qu'est-ce que je vais faire? On dit la valeur en x de 1 TE ou on dit en x de n plus 1 TE. Et je n'ai pas la valeur de x de t pour t entre Hedomanzus, donc ça correspond à les signaux continus. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de maintenir l'échantillon x NTE jusqu'à l'apparition de l'échantillon suivant. Je garde la valeur entre deux échantillons, je garde la valeur de l'échantillon précédent. Donc, j'aurai comme résultat la courbe en escalier, la courbe en rouge. C'est une extrapolation de la courbe du signal original x de t. Donc, je peux aussi le modéliser mathématiquement. C'est comme si je multipliais x de nte par une fonction porte, une fonction porte de largeur TE. D'accord? Alors, le bloqueur d'ordre de 0, tout simplement, c'est de maintenir la valeur, on parle le signal, entre deux échantillons. Je vais maintenir la valeur constante. Et dès qu'il bloqueur, il bloque la valeur d'un signal entre deux instants. L'instant NTE et l'instant suivant N plus 1 TE. D'accord? Alors, toujours je regarde en spectre, dans le domaine spectral, qu'est-ce que ça induit. Donc, on arrivé X0, c'est le signal reconstruit. Hein. Donc, c'est la version reconstruite du signal. Donc, on a modélisé comme si j'ai multiplié le signal par une fonction porte de largeur TE. D'accord? Centrée en T moins NTE. Moins TE sur 2, moins NTE, moins centré en N sur TE, ou décalé de TE sur 2. Hein. D'accord? Elle n'est pas centrée fait 0, elle est centrée fait TE sur 2. La première porte, c'est là, en bas d'une timèche. Donc, c'est une porte décalée de TE sur 2. On a été fait 0, ou tout fait TE, ou une timèche. Donc, la même expression, je peux la réécrire comme x en NTE, delta de t moins NTE, convolué à la fonction porte TE en t moins TE sur 2. D'accord? C'est le signal xe de t original, échantillonné idéal. Alors, donc, on y la transformée de Fourier, quand je passe au domaine de Fourier, donc, en fait, alors, donc la fonction porte, sa transformée de Fourier, c'est un sinus cardinal fois une exponentielle à cause de ce décalage de TE sur 2. Et xe de t, donc le signal échantillonné idéal, il a comme transformée de Fourier 1 sur FE fois xe de f. D'accord? Alors, xe de t, allez, 1 sur FE, alors, xe de t, c'est là comme transformée de Fourier, grand X, E de f.
Hmm. Hmm. Alors, bon, je n'ai pas compris pourquoi le 1 sur FE. Parce que normalement, XE de T, elle a comme transformée de Fourier FE, la somme de X de F moins NFE. Mais en tout cas, le spectre du signal reconstruit par le bloqueur d'ordre 0, c'est celui des spectres échantillonnés idéal déformé par le terme sinus cardinal Hede. D'accord? مدام Oui. ما هو مش نورمالمون ترانسفورمي دو فوريي نتاع البيني دو ديغاك يولي 1 sur FE XE de Non, XE de F. FE fois. مادام فما بيريود زيد نتاع السينوس كاردينال البورت هي Ah, voilà, إيه c'est فوا. ça, exactement. نحى. Voilà. C'est ça, voilà. C'est dû à ça, voilà, exactement. صحيت. خاطر هوني normalement عندك معناتها TE fois FE تتنحى. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, Dima Indi fait le cas idéal. J'ai toujours ce terme sinus cardinal, en fait, qui vient déformer le signal, qui se rajoute par rapport au cas idéal. Voilà, c'est ça. Quand tu fais un échantillonnage, il y a des distorsions qui vont apparaître sur le signal. D'accord? Et pareil, quand tu fais la reconstruction, tu ne vas pas reconstruire un signal exactement égal à x de t, c'est un signal qui sera un peu distordu par rapport au signal original. D'accord? Alors, donc en fait, sur l'exemple, on peut le voir. Donc x en bleu, c'est le signal original x de t. En vert, c'est le terme sinus cardinal. Et en rouge, c'est le spectre du signal échantillonné réel. Pardon. Donc, c'est X0 de F, c'est le spectre du... Donc, il y a des distorsions qui apparaissent sur le spectre du signal. Donc, en fait, pour minimiser donc, ces distorsions-là, il faut augmenter la valeur de FE, d'accord? Et aussi, alors Fmax égale à 3 et FE égale à 6, et là FE égale à 10. FE égale à 10 Hz, donc ça permet d'atténuer un peu les distorsions. D'accord? Alors, la quantification, c'est la discrétisation de l'axe de l'amplitude, donc de l'amplitude du signal. Donc, comme on a dit, c'est d'approximer la valeur, le signal, par un multiple entier d'un pas de quantification Q. D'accord? Donc, en fait, c'est au lieu d'avoir une valeur continue XE de T, je vais avoir une valeur qui est un multiple du pas de quantification. Donc, soit par arrondi, c'est-à-dire, X E de T, il est entre N-1 sur 2Q et N1 plus 1 demi fois Q. Dans ce cas-là, j'arrondis la valeur de X de T à N fois Q. D'accord? Donc, en fait, c'est prendre l'axe de l'amplitude et tu vas l'échantillonner en des valeurs qui sont des multiples du pas de quantification Q. Et ensuite, tu vas associer XE de T, soit l'aqrab borne NQ ou la N plus 1Q. Et là, tu arrondis la valeur T ou la valeur la plus proche qui sera un multiple de N de Q, du pas de quantification Q. D'accord? Alors, donc, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, en fait, on a vu que la condition de Shannon garantit la non-perte d'information. Dans le cas idéal, on récupère exactement le signal original X de T. Dans le cas pratique, donc dans le cas réel,
il y a des distorsions dans le signal échantillonné. Donc, l'échantillonnage réel se fait par un moyen-âge du signal sur un intervalle de temps delta t. Et la reconstruction se fait par extrapolation, donc un blocage du valeur du signal entre deux échantillons. D'accord? Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Bon, on va faire un TP sur ça. Donc, on va sur le choix de la fréquence d'échantillonnage et son influence sur le résultat du signal échantillonné et sur la construction du signal. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Non, des ambiguïtés? Ouais, c'est bon. Bon, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est à chaque fois l'expression du signal échantillonné et de sa transformée de Fourier dans le cas idéal et dans le cas réel. Donc, cette expression-là, il faut la retenir, donc l'expression du signal échantillonné idéal, d'accord? Sa transformée de Fourier aussi, xe de f. Bien sûr, le théorème de Shannon, donc FE supérieur ou égal à 2F max. Alors, si le signal est à spectre non borné, dans ce cas-là, on rajoute un filtre anti-repliement pour garantir la notion de fréquence maximale. Dans le cas de l'échantillonnage idéal, donc l'expression de xe de t, c'est ça. L'expression du signal échantillonné réel. D'accord? Avec h de t, c'est la fonction porte de largeur delta t. D'accord? Alors, toujours décalée de delta t sur 2, mais en fait, elle n'est pas centrée en 0. Elle va commencer à partir de 0 jusqu'à delta t. D'accord? Et sa transformée de Fourier, donc c'est ça. Donc, il y a un terme de pondération qui apparaît ici, c'est par rapport à la transformée de Fourier du signal échantillonné idéal. D'accord? Et donc, en fait, ce terme-là, il va introduire des distorsions sur le spectre de X de F. Et selon le choix de delta T, on va atténuer ces distorsions-là. D'accord? Alors, pour la reconstruction, donc, si le signal le cas idéal, donc c'est tout simplement un filtrage passe-bas du motif central et une division par FE et transformer inverse permet de récupérer X de t. Et dans le cas, donc, réel, c'est une extrapolation du signal. Donc, c'est dit le signal XE de t. Je dispose du signal XE de t. Et je veux reconstruire le signal, donc je vais maintenir la valeur, enfin un bloqueur d'ordre 1 qui est un peu plus sophistiqué, l'interpolation plus précise, mais le plus simple, c'est le bloqueur d'ordre 0. Je maintiens juste la valeur d'un signal entre deux échantillons. Donc ça revient à multiplier signal intégré par une fonction porte. D'accord? Donc dans le domaine fréquentiel, kiff, le spectre du signal reconstruit, c'est le spectre du signal original fois un terme de pondération. Sinus cardinal. D'accord? Voilà. Bon, si vous n'avez pas des questions, je ne sais pas, on enchaîne avec la transformée de Fourier, ou là on fait une pause. Bon, on fait une pause. On fait une pause et on reprend dans un quart d'heure. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Ben, donc, on va reprendre à 11h20, d'accord? Allez, à tout à l'heure.